Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sous le soleil de Marseille, dans le quartier de l'Estac, ce village de pêcheurs hors du temps. C'est ici que Georges Braque a eu l'idée de déconstruire le réel. C'est ici qu'il va devenir cubiste. Nous y reviendrons dans l'inspiration. Tranquille le kangourou. Nous irons également en Australie à la rencontre de l'autre emblème poilu du pays, le koala. J'essaie de me frayer un chemin dans les buissons. Hé, salut toi! Ces animaux doivent absolument être protégés. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. C'est impensable. Oh, je te demande pardon. Désolée, je te laisse dormir. Dans le nord de la Finlande, c'est totalement régressif ce qui nous attend. Sous ce tipi, nous mangerons des crêpes, comme des enfants. Des crêpes un peu particulières car on les fera avec du sirop d'épicéa. Dans la vie, il faut faire ce qui te rend heureux, pas vrai? L'enfance, c'est du bonheur pur. C'est peut-être pour ça que les Finlandais sont les gens les plus heureux de la planète. Et si jamais vous avez envie de devenir roi ou reine, il y a une couronne à prendre dans les Caraïbes. Vous pourriez bien régner sur ce petit rocher. Si l'aventure vous tente, je vous donnerai le protocole à suivre dans l'incontournable. Mais avant tout cela, on fait travailler nos neurones, c'est la devinette. Aujourd'hui, elle concerne la Suisse. Pourquoi, à partir de 1919, les enfants d'un orphelinat près de Lucerne ont-ils dû faire un détour pour se rendre à l'école ? À quelques kilomètres de Lucerne, l'ambiance est plutôt sportive dans le petit village de Vegis. Au début du XXe siècle, on s'y adonne à l'alpinisme et on découvre les joies de la baignade dans le lac des Quatre Cantons. Mais à partir de 1919, une révolution culturelle née au pied de la montagne Rigi va obliger les écoliers à passer leur chemin. Que s'est-il passé ? La réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Et d'abord, je vous emmène à Marseille, à l'Estac précisément. Alors non pas pour manger les panisses, quoique, mais pour retrouver un homme qui a changé l'histoire de l'art. Georges Braque, c'est l'inspiration. Les lumières de l'Estac, pour qui sait les saisir, sont capables de vous transfigurer. Cette chance, un artiste de 24 ans va s'en emparer. Il s'appelle Georges Braque. Pour lui, il y aura un avant et un après l'Estac. Ici, parallèlement à Picasso, il enclenche la révolution cubiste au début du XXe siècle. Quand il arrive dans ce petit port de pêche situé au nord de Marseille, il ne sait pas quel peintre il est. Il a brûlé les toiles de sa première exposition et peine à trouver sa voie dans l'effervescence artistique parisienne. C'est dans le Midi que j'ai senti monter en moi mon exaltation. L'Estac, en ce début de XXe siècle, est un village populaire, déjà fréquenté par les touristes. Ils descendent dans les nombreux hôtels installés en bord de mer. Au début, Braque s'intéresse surtout à l'aspect un petit peu plus bucolique, au fond, de ce paysage de l'Estac, qui est décrit dans nombre de livres touristiques. Dès 1900, on voit dans ces livres que c'est un port où il fait bon vivre, où certains hôtels proposent des bains maritimes. L'Estac a aussi été prisé des touristes, notamment britanniques. Les lignes de l'horizon, celles des falaises, la vue sur le golfe de Marseille. Les façades colorées se détachant sur le ciel azur ont déjà attiré d'autres artistes. Alors ces paysages, Georges Braque les connaît sans les avoir vus. Quand il débarque ici en 1906, il a en tête les tableaux que Cézanne a peints du village. Mais lui entend bien faire autrement. Et met toute sa fougue à sortir de l'ombre du maître. Il va peindre avec frénésie. Cette lumière crée une fièvre chez lui. Il parle même d'une exaltation quand il arrive à l'Estac, parce qu'il quitte ces ateliers parisiens très sombres où il dit qu'on peint encore avec du bitume. Non, là, à l'Estac, on pose son chevalet, on utilise des couleurs à même la toile, des couleurs absolument irradiantes qui font ressentir cette idée d'un paysage à la merci de la lumière et du soleil.
Braque sent qu'il n'est pas au bout de son cheminement artistique, loin de là. Il sent qu'il tâtonne, il se tourne vers le port. Et il représente les barques, les pointues, comme on dit à Marseille, ces barques de pêcheurs, certaines qui sont en carénage, d'autres qui sont mouillées au port. Mais il les synthétise, il les peint avec une palette très libérée, des touches très libres où on voit apparaître justement la matière avec des formes de bâtonnets de couleurs. Sous le pinceau de Braque, le bleu de la mer éblouit. Et le ciel de l'Estaque s'embrase de touches violettes. Sa peinture s'inscrit dans un courant qui fait scandale depuis le début du siècle, le fauvisme. Avec ses tableaux, Braque ne résiste pas aux couleurs vives et violentes qui caractérisent l'étoile fauve. Georges Braque, qui connaît une formation artistique à Paris, mais est peu enclin à suivre cette formation académique, voit chez ces artistes qu'on a catégorisés de fauves véritablement un appel à la création artistique. Il dit que pour eux, c'est un appel à la nouveauté et ça va vraiment l'attirer. Ce qui est absolument saisissant dans les caractéristiques aussi de ces œuvres fauves et plus particulièrement aussi de Georges Braque, c'est cette volonté de ne plus rendre compte d'un paysage historique. Le paysage devient parfois allégorique. On retrouve les couleurs fauves, ce rose assez dominant, ces bleus pour indiquer les ombres. Donc il y a une véritable peinture directe, une émotion directe qui est littéralement apposée à travers ces couleurs sur la toile. La période de l'Estaque fauve ne dure que 5 mois. Braque remonte à Paris où ses tableaux sont bien reçus, mais ce n'est pas assez pour lui. Il aspire à transformer la peinture, à la transgresser. En 1907, il retrouve l'Estaque. Ce n'est plus l'exaltation de la découverte. Il peut désormais se mettre à travailler en tournant le dos au port. En partant du port et en allant vers l'ouest, on va vers ce qu'on appelle les rios. Et en remontant, comme son nom l'indique, l'endroit où il y avait un petit rio, un petit ruisseau, on tombe sur le vallon de Rio avec le viaduc qui a été construit exactement à cet endroit-là. Ce viaduc est extrêmement graphique avec ses arches, avec son tablier pour le train. Tout ça, ça fait qu'il va pouvoir travailler la géométrie de ses motifs. Après les acclations des premiers mois où il a fait cette peinture fauve pleine de couleurs, il se trouve maintenant confronté à un problème, il se rend compte qu'il y a autre chose. Cette autre chose, c'est le fait d'aller vers l'abstraction, c'est le fait de modifier les perspectives, mais il ne sait pas encore comment. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus secret dans la peinture. Ces viaducs, qui relient les vallées, lui offrent de nouvelles lignes. Il y voit la possibilité d'expérimenter d'autres formes. Ils lui permettent de rompre avec l'Estaque bucolique et d'appréhender les transformations industrielles de cette bourgade qui s'est développée avec le chemin de fer. À partir d'octobre 1907, Braque peint le viaduc plusieurs fois et multiplie les versions. Il est dans une période où il va commencer à déstructurer les objets pour les remodeler à sa façon, en utilisant des perspectives différentes. Nous avons un premier plan qui est encore légèrement fauve, avec des formes arrondies, avec des couleurs encore des mauves, quelques touches de rose. Le regard bute alors sur le viaduc lui-même. C'est une version tout en douceur, mais où on commence à voir des premières cassures de perspective. En arrivant à la troisième version, cette fois, il a trouvé son chemin, de manière à ce que chaque objet ait sa propre ligne de fuite. Si on regarde cette version, la troisième version, on voit qu'en haut, en dessus du viaduc, les petites maisons sont posées, mais les toits ne fuient plus vers l'horizon comme ils devraient le faire, mais ils se dirigent vers le spectateur. Bien évidemment, c'est voulu. Alors que Georges Braque s'évertue à déconstruire les perspectives du viaduc, la découverte de l'esquisse des Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso est un choc. L'émulation accélère la transformation. En peignant le paysage de l'Estaque et le viaduc en forme géométrique, Braque étonne le tout Paris
et jette les bases d'un nouveau courant artistique. Matisse faisait partie du jury au Salon 1908. Et il dit « Braque est venu avec des tableaux faits de petits cubes. » Et joignant le geste à la parole, il prend une feuille de papier et en 3 secondes, il trace 2 lignes convergentes et ascendantes avec des petits cubes, comme il vient de parler, au milieu. Cette exposition est à l'origine du mot cubisme. La révolution est alors trop grande pour que Georges Braque en reste là. Cette nouvelle vision du monde crée un horizon d'opportunités que l'artiste s'empresse d'expérimenter dans la garrigue environnante. Il quitte le bord de mer et s'enfonce dans la minéralité calcaire de l'Estaque. Au milieu des pins et des oliviers, il parcourt sans relâche ce paysage rocailleux. Braque, c'était quelqu'un de sportif, hein. Donc il marchait énormément. D'ailleurs, vous voyez, ici, vous faites tout ça à pied depuis le port. Donc on l'imagine crapahuté, cherchant, tout en marchant, on réfléchit, on avance. Il y a une permanence de la lumière dans le paysage méditerranéen et plus encore ici à l'Estaque parce qu'il y a un environnement minéral qui est très important et qui capte vraiment les effets de la lumière de manière permanente. Et donc ces chemins, c'est aussi le chemin vers lequel ça va le mener peut-être à une découverte. Et c'est ce qui devait vraiment faire l'émulation du site aussi. Il utilise toujours ce chemin, c'est ce chemin qui se géométrise et petit à petit les troncs aussi. Et cette végétation a encore quelques rondeurs et elle utilise une seule et unique couleur qui est le vert. C'est par les éléments minéraux qu'il va arriver à vraiment structurer ces volumes, structurer l'espace. Cet espace minéral a fait la richesse de l'Estaque, avec l'installation, à la fin du 19e siècle, de carrières et d'usines qui exploitent les minerais. Un environnement immédiat que Georges Braque se plaît à déconstruire sur ses toiles. Les inévitables silhouettes des usines chimiques et des cimenteries qui surplombent l'Estaque sont alors découpées et imbriquées. Avec obstination et persévérance, il repousse les limites du courant qu'il a lui-même créé. Il va fragmenter de manière plus ou moins éclatée cette forme et il va reproduire cette idée-là à travers cette image des usines. Ce sont des petites facettes d'une couleur vraiment pratiquement d'un camailleux de couleurs et qui sont très réduites et on distingue à peine la forme, à peine un portrait, à peine les usines de Rio Tinto qui sont reconnaissables par leurs grandes cheminées. C'est ce qu'il voulait aller voir, jusqu'où on pouvait aller dans l'abstraction. Ce tableau, les usines du Rio Tinto, montre la fulgurance avec laquelle Braque invente un nouveau langage en seulement 4 ans. C'est cette expérimentation qui est assez étonnant quand même, de passer de la fin de l'impressionnisme et au cubisme en 1907. En si peu de temps, il a révolutionné la peinture moderne. Une révolution qui invite les artistes et poètes de son temps à percevoir le monde d'une nouvelle manière. Lorsque la Grande Guerre éclate, Georges Braque est mobilisé. Blessé à la tête par un éclat d'obus lors d'une des batailles de l'Artois, il ne reviendra plus jamais à l'Estaque. Je n'ai plus besoin de soleil. Je porte ma lumière en moi. Cette mère, un Marseillais l'a quitté tout petit pour un long voyage. Ce Marseillais va finir très riche et maire d'une petite ville aux États-Unis. Elle s'appelle Los Angeles. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Et si Hollywood s'était appelé Marseille?
Ok, on est loin du vieux port et à l'époque qui nous intéresse, le cinéma n'existe pas encore. Hollywood n'est qu'une colline à côté de Los Angeles, mais la ville vient d'élire à sa tête un Marseillais. C'est lui, Joseph Mascarell. Nous sommes en 1865. Los Angeles est une petite bourgade qui compte 4000 âmes. Parmi celles-ci, quelques Français, environ 10% de la population. Joseph Mascarell en fait partie. Né en 1816, dans la cité phocéenne où l'appel du large se fait entendre dès le plus jeune âge. Il est tout minot quand il embarque, comme Mousse, 8 ans seulement. Il passe une vingtaine d'années à voyager à Hawaï, Tahiti, Chili, Mexique, avant de poser ses valises à LA. Et il se trouve que le conseil municipal de Los Angeles compte pas mal de Français. Alors quand il se présente en 1865, il est élu maire de la ville. Il a un programme ambitieux, trop peut-être. Il veut, comme d'autres après lui, interdire les armes à feu. Le pays sort tout juste de la guerre de sécession qui a fait 620 000 morts et il se dit, avec raison, que moins d'armes à feu en circulation égale moins de morts par arme à feu. Mais va remettre en question le deuxième amendement des États-Unis, surtout dans ce Far West qui compte encore à l'époque bon nombre de cow-boys. Mascarell est très rapidement décrié. En plus, il parle anglais comme une vache marseillaise, avec l'accent évidemment. Son mandat ne dure qu'1 an, ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire fortune. Il fonde l'une des premières banques de Los Angeles et ouvre un grand magasin à Gower Street. C'est dans cette rue que sera créé quelques années plus tard le tout premier studio de cinéma d'Hollywood. Il meurt à 84 ans avec une fortune estimée entre 500 000 et 1 million de dollars. Une rue porte aujourd'hui son nom, avec peut-être une petite revanche américaine sur lui qui maîtrisait si mal la langue du pays. Il y a une petite faute d'orthographe à son nom, Mascarell avec 2 L, alors qu'il n'y en a qu'un. Allez, direction les forêts d'eucalyptus de l'Australie maintenant, avec une petite créature qui passe entre 18h et 20h par jour à dormir et le reste à manger. Et pourtant, elle est devenue l'un des emblèmes du pays. Le koala, c'est l'héritage. Oh, il y en a un petit endormi ici. Encore aujourd'hui, je suis toujours follement excitée d'en voir un en liberté. Les koalas sont les animaux les plus incroyables qui soient. On dirait vraiment des ours en peluche, des doudous qu'on trouverait sur un lit d'enfant. J'en avais d'ailleurs un quand j'étais petite. Mais les koalas sont aussi des survivants. Ils vivent dans un climat extrêmement rude depuis des milliers et des milliers d'années. À la manière des populations aborigènes qui ont dû se battre pour survivre dans ce pays, les koalas ont appris à s'adapter à leur environnement difficile. L'histoire du koala est le miroir de celle de l'Australie. Dans un pays qui s'est construit sur la violence des hommes, aujourd'hui en proie à la furie du climat, le koala est un miraculé, un exemple de résilience. Autrefois présent en abondance sur l'île continent, le koala est désormais en voie d'extinction. Estimé au nombre de 10 millions avant la colonisation européenne, il en resterait aujourd'hui moins de 100 000 dans le pays. Majoritairement regroupé sur les côtes tropicales du Queensland, qui en a d'ailleurs fait l'un de ses emblèmes. Au sud-est du Queensland, sur la Sunshine Coast, le parc national de Noosa, 3000 hectares de forêt d'eucalyptus ourlés par les vagues de l'océan Pacifique, est depuis toujours le territoire de la communauté aborigène Kabi Kabi. Tout le monde parle du parc national de Noosa, mais nous l'appelons le promontoire. Dans notre langue, c'est Wantama. Ma famille vit sur cette terre depuis d'innombrables générations. Nous en prenons soin. Vous savez, nous tirons beaucoup de cette terre. Nous chassons et nous cueillons. Mais nous rendons aussi à la terre ce qu'elle nous offre. Installés depuis plus de 40 000 ans sur ce territoire, les Kabi Kabi cohabitent depuis toujours avec le petit marsupial endémique de l'île, qui serait, lui, apparu il y a près de 45 millions d'années en Australie. Dans notre langue Kabi Kabi, le mot pour dire koala est très proche du mot actuel.
Koala vient de notre langue. Nous l'appelons goula. G-2-O-L-A, qui signifie « qui ne boit pas ». Il y a toujours une légende ou une histoire qui explique pourquoi les choses sont comme elles sont. Ce koala a quelque chose à voir avec l'eau, parce qu'il ne boit pas d'eau justement. Vous savez, il s'est sûrement passé quelque chose dans ce que nous appelons le temps du rêve. Il a sans doute fait quelque chose de mal pour expliquer qu'aujourd'hui, ils ne boivent jamais d'eau. Intimement liée au temps du rêve, cette spiritualité aborigène qui unit les hommes à leur nature et qui raconte la création de l'univers, l'apparition du koala trouve sa source dans la légende du Kubor, un petit garçon orphelin maltraité par son clan qui avait interdiction de boire et vivait dans un eucalyptus. Un jour, il enfreignit les règles, descendit de son arbre et but toute l'eau du village. Mais au moment où la population s'apprêtait à le battre, il se métamorphosa en un magnifique koala gris cendré qu'il faudrait dorénavant protéger sous peine de connaître une terrible sécheresse. Beaucoup d'animaux sont importants et associés à des clans familiaux. Le koala est un animal totem pour certains d'entre eux. C'est la raison pour laquelle les koalas existent encore aujourd'hui. Parce qu'il y avait des clans dont le travail consistait à les protéger, à ne pas leur faire de mal, à ne pas les chasser d'une manière ou d'une autre, à en prendre soin. On les a toujours traités comme des membres de la famille. S'il a toujours été respecté par les populations aborigènes, il faisait aussi partie intégrante du régime alimentaire de certains clans, habitués à puiser dans les ressources de leurs terres nourricières. Le koala, on le sent avant de le voir, surtout s'il a plu quelques jours avant. C'est une odeur de musc. Il mange des feuilles d'eucalyptus, donc il sent cette odeur. Oui, et là, c'est un endroit parfait pour lui. Le clan des Malula mangeait du koala. Nos familles mangeaient du koala. Mais nous les mangions toujours de la bonne façon, sans excès. Nous mangions de manière durable, en veillant à ce que tous nos stocks de poissons, tous nos stocks d'animaux, tous nos stocks de plantes ne s'épuisent pas pour les générations futures. Consommé avec parcimonie par les communautés autochtones, le nombre de koalas reste stable dans le Queensland pendant des millénaires, jusqu'à ce que cet équilibre fragile ne soit rompu par l'arrivée des colons britanniques au XIXe siècle. Dès 1823, les Européens choisissent les rives fertiles du plus long fleuve du Queensland pour établir leur nouvelle colonie. Sur les berges de la rivière Brisbane, ils fondent la ville du même nom, massacrant et expropriant violemment les populations aborigènes qui y vivent. Mais pour s'installer durablement, ils ont besoin d'espace. Le Queensland était essentiellement constitué de brousses et de marécages, surtout le long de la rivière Brisbane. Quand les colons se sont installés, ils ont énormément défriché pour construire des maisons et établir leur agriculture. Ils ont donc détruit énormément de forêts le long des voies d'eau pour installer leurs colonies. Indissociable de l'eucalyptus qui l'héberge et dont il se nourrit exclusivement, le koala perd peu à peu son habitat. Et alors qu'il ne représentait jusque-là qu'une curiosité exotique pour quelques scientifiques européens, l'ours natif d'Australie, comme on l'appelait alors, devient peu à peu l'objet de toutes les convoitises. En 1888, le gouvernement autorise alors la chasse au koala. À l'époque, le commerce de la fourrure était une industrie en plein essor dans le monde entier. Les peaux de koala, la fourrure de koala est devenue très populaire entre la fin des années 1800 et le début des années 1930. Il faut dire qu'ils étaient une cible facile, car ils sont très lents. Ces fourrures étaient exportées en Europe et en Amérique du Nord pour être transformées en manteaux, en gants ou en chapeaux. Et cela a conduit à la mort de milliers d'entre eux. Le koala devient la proie des trappeurs. En presque 40 ans, 4 millions de peaux de koala sont vendues aux enchères à Londres.
Et l'horreur culmine quelques années plus tard, lorsqu'en pleine crise économique, le massacre est encouragé. Le gouvernement du Queensland a déclaré une saison ouverte pour la chasse aux koalas en 1927. En un seul mois, on estime que 800 000 koalas ont été tués, en une seule saison. On appelle cette période le Black August, le mois d'août noir. Le gouvernement du Queensland se défend, expliquant qu'en période de grande dépression économique et de sécheresse, il faut fournir du travail aux hommes du pays. Mais pour la société civile australienne, ce terrible été meurtrier déclenche un tollé dans l'opinion publique. Parmi les premiers défenseurs du koala, le naturaliste australien Claude Reid. Quelques mois à peine après le Black August de 1927, il crée le long de la rivière Brisbane une réserve pour protéger l'animal, le sanctuaire du Lone Pine. Les deux premiers koalas résidant au Lone Pine s'appelaient Jack et Jill. Il y avait aussi quelques opossums et des oiseaux. Claude Reid et sa partenaire étaient des passionnés. Ils ont toujours aimé cette faune sauvage. Claude Reid a vraiment été un pionnier en réalisant à cette période que les koalas devaient être protégés. Ce n'était vraiment pas un point de vue très répandu à l'époque. Dès les années 30, les premiers touristes se pressent pour les voir de près. À la même époque, paraissent les aventures dessinées de Blinky Bill, qui devient le livre de chevet des jeunes Australiens. Le pays se passionne pour le koala. Il s'affiche même sur les timbres postaux et bientôt dans les campagnes publicitaires de la compagnie aérienne nationale. Les gens viennent du monde entier pour voir cet animal. Il m'est arrivé de voir des visiteurs pleurer en voyant un koala. Ils ont quelque chose de vraiment spécial. Ils sont uniques. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. On dirait des petits ours en peluche. Ils ont ce petit visage rond si parfait, ces oreilles duveteuses. Ils sont tout simplement adorables. Je pense que cela a beaucoup joué pour leur réputation. Après des décennies de prédation, le gouvernement du Queensland prend la mesure de l'attachement des Australiens à leur nouvelle mascotte et commence à réintroduire de petites colonies de koalas, loin de toute activité humaine. À seulement 8 km des côtes, Magnetic Island est une île granitique faite de pins et de grands eucalyptus, où plus de 250 espèces animales vivent en toute quiétude. Magnetic Island, c'est un paradis pour nous tous, mais surtout pour les koalas, c'est sûr. 70% de l'île est classée parc national. Il n'y a aucune construction dans ces zones, pas de défrichement, aucun risque donc pour leur habitat. Aujourd'hui, Magnetic Island abrite la plus importante population de koalas en liberté d'Australie. Sur le sentier qui mène au sommet du fort, il n'est pas rare de les apercevoir dans leur nonchalante position légendaire. C'est certainement un descendant de la colonie des années 1930. Il y a une grande population ici au fort. En 1935, 17 koalas ont été introduits ici depuis la région de Mackay, un peu plus au sud sur le continent. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y en a entre 800 et 1000, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Une grande partie du parc national au centre de l'île est inaccessible. Ce sont beaucoup de rochers comme ça. C'est très vallonné, très difficile d'accès. Je pense donc qu'il doit y en avoir beaucoup plus au centre de l'île. Si le koala espérait trouver un peu de répit au XXIe siècle, il fait désormais face à un nouveau défi, la menace climatique et les incendies qui embrasent le pays et détruisent régulièrement son habitat. Vétérinaire sur l'île depuis plus de 30 ans, Alibi tente de venir en aide aux koalas blessés ou orphelins. Elle y crée un hôpital de fortune, perpétuant ainsi la tradition de sanctuaire de Magnetic Island. Tous les koalas que nous accueillons ici ont un nom qui correspond à leur personnalité ou à ce qui leur est arrivé. Phoenix, donc, comme l'oiseau qui renaît des cendres, a survécu aux flammes. C'est une miraculée.
On l'a retrouvée recroquevillée au pied d'un arbre. Elle essayait désespérément de grimper, mais elle glissait à chaque fois vers le bas. Lorsque nous l'avons prise en charge, nous avons réalisé qu'elle était très gravement blessée. Ses 4 pattes étaient complètement brûlées. Phoenix est aujourd'hui sauvée. Dans quelques mois, elle pourra peut-être retourner à l'état sauvage et rejoindre ses congénères sur lesquels veille la vétérinaire australienne. J'essaie de me frayer un chemin dans les buissons. Hé, salut toi! Sa fourrure est très belle. Il a l'air en parfaite santé. Ces animaux doivent absolument être protégés. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. C'est impensable. Oh, je te demande pardon. Désolée, je te laisse dormir. Bien plus qu'un emblème, le koala est devenu malgré lui l'ambassadeur d'une nature à protéger. On laisse cet animal doudou derrière nous, même si on aimerait bien en adopter un, pour une recette qui va réveiller des souvenirs d'enfance chez beaucoup d'entre nous. On a rendez-vous en Laponie finlandaise avec Anya pour Papille. L'un des ingrédients principaux pour nos crêpes lapones est le sirop d'épicéa que fabrique Maria. Ce sirop va donner un vrai goût de forêt aux crêpes et ça permet aussi de remplacer le sucre. C'est une saveur très particulière. Je ne sais pas trop comment la décrire. Ça a juste le goût de la forêt. C'est la forêt. Bonjour, je m'appelle Anya. Nous sommes à Ilasjärvi, dans ma jolie maison un peu à l'écart du village, et nous allons préparer des crêpes lapones. Nous avons donc 2 œufs. Je vais d'abord les battre un peu, puis ajouter 40 centilitres de lait en continuant à mélanger. Il nous faut maintenant un peu de cette huile végétale. Mais vous pouvez également utiliser du beurre fondu si vous préférez. Puis une petite pincée de sel. Ça sert à contrebalancer le goût sucré de l'appareil. Alors avec ça, il faut être prudent. Ça donne un très bon goût de forêt, mais c'est aussi très sucré. Je vais donc ajouter 2 cuillères à soupe de ce délicieux sirop. Pour moi, la cuisine, c'est comme une méditation. Je ne pense plus à rien, j'oublie tout. Et j'aime aussi cuisiner pour mes amis ou ma famille. Dernière étape, nous allons verser 300 à 400 grammes de farine normale. Comme garniture pour nos crêpes, nous allons utiliser ce qu'on appelle les mûres arctiques. Ce sont des baies qui poussent au-delà du cercle polaire. Ça s'appelle aussi l'or de la Laponie. Si tu trouves ces baies sauvages, tu ne dévoiles à personne l'endroit où tu les as dénichées. Je les récolte l'été pour pouvoir les utiliser l'hiver venu. Voilà, il nous reste à faire un feu.
Pour la première, on a peut-être besoin d'un peu plus de matière grasse pour éviter que ça attache à la poêle. Je la tiens toujours parce que ça peut vite chauffer. Ça dépend de l'intensité du feu. C'est très régressif de manger des crêpes sous une tente. C'est un rêve d'enfant, non? En fait, les Finlandais sont de grands enfants, c'est ça? Oui, nous sommes tous un peu des enfants. Dans la vie, il faut faire ce qui te rend heureux, pas vrai? L'enfance, c'est du bonheur pur. C'est peut-être pour ça que les Finlandais sont les gens les plus heureux de la planète. Je vous invite à présent dans un endroit recouvert de fientes d'oiseaux. Bon, a priori, c'est pas très appétissant, mais vous allez voir que des hommes se battent pour en devenir les rois. Alors, direction les Caraïbes, direction l'incontournable île de Redonda. Elle exhibe plus de 360 plages idylliques. Son archipel comporte aussi une île rocheuse, Redonda, offerte aux oiseaux. Un archipel qui se vante de pouvoir accueillir plusieurs navires de croisière dans son port historique et d'offrir discrètement de très avantageux services financiers offshore. Les clés du paradis au cœur des Caraïbes. Antigua et Barbuda est l'une des nations les plus prospères de la région, mais un petit caillou s'est glissé dans sa chaussure. Nous avons un roi, je ne suis pas sûr de son nom. Il y a eu tellement d'usurpateurs au trône. Tout a commencé comme une sorte de plaisanterie. Vous savez, le responsable de l'île à l'époque, il a nommé son fils de 15 ans, le jour de son anniversaire, roi de Redonda. Il s'est laissé emporter et les choses se sont enchaînées. Un roi, alors que l'archipel dépend normalement de la couronne britannique. Comment Redonda est-elle devenue l'île de toutes les convoitises ? Le docteur Murphy revient sur la destinée quelque peu agitée et revendiquée de Redonda, le rocher stérile de 125 hectares. Nous sommes à l'entrée du port de St. John's. C'est l'un des premiers endroits colonisés par les Britanniques et l'une des premières villes développées. Ils s'y sont installés en 1632 et ils sont restés jusqu'à l'indépendance en 1981. Antigua et Barbuda est officiellement un État à 3 îles. La 3e île s'appelle Redonda et elle est importante pour nous. Comme les îles sont assez éloignées les unes des autres, Redonda nous permet d'avoir d'importantes frontières maritimes. Nous avons probablement les plus grandes eaux territoriales des Caraïbes. Située à une 50aine de kilomètres des côtes d'Antigua, l'îlot de Redonda a tout un relief abrupt et inhospitalier. Ces côtes le rendent difficile d'accès et seuls des milliers d'oiseaux en ont fait leur demeure. Les Britanniques ont commencé à s'intéresser à Redonda dans les années 1860-1870, lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait du phosphate sur l'île. Pendant des milliers d'années, les oiseaux ont laissé tomber leur excrément, le guano, qui s'est fossilisé et a produit du phosphate de calcium et du phosphate d'aluminium, des produits essentiels pour la fabrication d'engrais, de munitions et d'armes. Ils ont donc décidé que la quantité était suffisante pour être exploitée. Une petite colonie minière est mise en place sur Redonda. 100 à 150 personnes s'installent pour récolter environ 7000 tonnes de guano par an. En 1867, le responsable de l'île est un certain Matthew Dowdishill. Vers 1867, le responsable de Redonda a fait un cadeau à son fils qui fêtait ses 15 ans. Il l'a fait roi de Redonda et a même écrit à la monarchie britannique pour obtenir la permission de créer le royaume de Redonda. Je ne sais pas qui ou quoi les a encouragés, mais ils ont continué. Et il est devenu roi, le premier roi de Redonda, et il a transmis son royaume. Il n'y avait rien d'officiel. Tout s'est passé lors d'une fête d'anniversaire sur l'île. Le roi a d'abord vécu dans les Caraïbes. C'était un écrivain de science-fiction, de romans d'amour, etc.
Dans les années 1880, son successeur, MP Schill, alias Felipe Ier de Redonda, met le cap sur la Grande-Bretagne. L'écrivain et monarque en exil règne sur son royaume depuis la terre britannique. Et avant sa mort en 1947, il choisit un héritier, le poète John Gosworth. Depuis, la couronne se transmet de roi en roi, bien loin de Redonda. On vous appelle Votre Majesté? Mes sujets sont les seuls autorisés à me désigner ainsi, mais on m'appelle Bill parfois. Mes amis me connaissent bien, mais c'est très agréable de se faire appeler Votre Majesté. Et je pense que la reine est de mon avis. Ils se sont coupés et ont échangé leur sang. Ils ont prêté un serment de sang. Et la succession de Redonda ne va qu'à des auteurs. Il faut être un écrivain populaire. Les rois nomment des ducs et des duchesses. J'ai une amie archéologue qui a été nommée duchesse des artefacts. C'est presque comme si certaines personnes prenaient ça vraiment au sérieux. C'est un très grand privilège d'être sujet de Redonda. Pour le baron Orion, à la tête de l'armée de Redonda, la défense de l'île ne présente pas de difficultés particulières. Mais pas du tout. Redonda est un grand rocher couvert de guano. Dylan Thomas, Edith Sitwell, Pedro Almodovar, Pierre Bourdieu, Umberto Eco. Les grands artistes et intellectuels du XXe siècle sont distingués par des titres de noblesse du royaume de Redonda. Lorsqu'Antigua proclame son indépendance en 1981, l'îlot passe logiquement sous son contrôle, la monarchie locale n'étant pas reconnue par le pays. J'aimerais voir la lettre officielle qui a été écrite à la reine Victoria et la réponse de celle-ci. S'il y a eu une réponse officielle, cette réponse en dira long. Mais dans tous les cas, elle n'aurait pas été validée par la loi d'Antigua. Cela n'a pas de sens, pas de base juridique légale. C'est juste une bonne farce qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Vous voulez être le roi de cette petite île là-bas derrière moi? Allez sur l'île, plantez-y un drapeau, faites une déclaration et informez le gouvernement que vous voulez être officiellement le roi de cette île. Vous écrirez au roi Charles pour lui dire que vous pouvez gouverner cette île à sa place, qu'il reste le premier monarque, que votre armée servira la sienne, et il pourrait dire oui, pourquoi pas? Comme une sorte d'encouragement. C'est comme ça que ça se passe. Si pour les Antigouais, la monarchie de Redonda est une monarchie d'opérette, la propriété de l'île est revenue sur le devant de la scène depuis quelques années. Et si Redonda appartenait en fait à l'île voisine et volcanique de Montserrat? Il y a plus d'intérêt à Montserrat pour l'îlot de Redonda parce qu'il est juste là. Ce n'est qu'à 13 km, alors que Redonda se situe à plus de 50 km d'Antigua. Redonda ne nous intéresse pas vraiment, nous n'y allons jamais, nous ne la voyons jamais. À Antigua, on n'a jamais vraiment cherché à formaliser l'appartenance de l'île et à en faire quelque chose, jusqu'à ce que Montserrat parle de la reprendre ou de s'en emparer. Et soudain, Antigua a construit un quai et un bureau de poste, et nous avons émis des timbres de Redonda à Antigua, établissant formellement l'appartenance de l'île à Antigua. Loin de ses préoccupations géopolitiques, le royaume de Redonda est, lui, en crise de succession depuis la mort en septembre 2022 du dernier roi de l'île, l'écrivain espagnol Javier Marias. Le nouveau monarque, Charles III, est contesté par de nombreux prétendants, inscrivant en pointillé l'avenir de la monarchie. C'est le moment de retourner en Suisse pour découvrir la réponse à la devinette. Je vous rappelle que tout à l'heure, on se demandait pourquoi, à quelques kilomètres de Lucerne, les enfants d'un orphelinat avaient été obligés de faire un détour pour aller à l'école en 1919. Eh bien, c'est à cause de l'ouverture d'une plage mixte au lac des Quatre Cantons. C'est une première en Suisse, une révolution culturelle dans ce pays où la baignade en public aux abords des villes était interdite au 19e siècle. Alors mixte, cette nouveauté ne passe pas du tout dans cette partie de la Suisse très catholique. Dès la première année, la plage du lac des Quatre Cantons attire des milliers de visiteurs. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous ne sont pas des baigneurs. Près de la moitié sont des hommes en chapeau et complet noir, venus là pour se rincer l'œil. Il faut dire que les maillots de l'époque en coton ou en lin étaient assez suggestifs. Il fallait donc éviter aux enfants ce spectacle scandaleux. Grâce aux nombreux photographes venus immortaliser l'événement, les images des baigneurs ont fait le tour de la Suisse et dès l'année suivante, les plages mixtes se sont multipliées dans le pays. Bis bald.